Imhotep Mekanefer. Soyez les bienvenus. Les bienvenus sur la plateforme du hors du temps et de l'espace. Et en même temps du Rao et Tepou. Comme vous le savez tous, il y a plus d'une année que les Rao et Tepou, tout comme hors du temps de l'espace, avaient été suspendus pour des raisons qui ont déjà été expliquées bien auparavant. Tout simplement, une de ces raisons lesquelles je vais retourner rapidement est qu'il y a, à chaque chose est attribué un temps. La nature évolutive, donc changeante de l'évolution des situations, tout comme des personnes, nous porte à nous comporter de manière différente selon de ces étapes. Pourquoi nous comporter de manière différente? Parce que notre comportement doit toujours être en correspondance linéaire et directe avec la situation dans laquelle nous sommes intéressés et de par les résultats que nous voulons obtenir. C'est là pour dire qu'à tout moment, il y a pas un affrontement, mais une conjonction. De par la manifestation des éléments et de par cela les circonstances existentielles et notre comportement. Ce n'est pas nous, en soi et pour soi, qui avons une valeur intrinsèque, mais notre comportement. L'on se souvient de ceux qui ont été de par ce qu'ils ont fait, non par ce qu'ils ont été, ou pourrons dire aussi de manière profonde, que ce que l'on est défini par ce que l'on fait. Comment l'on se comporte. Le comportement, donc, un élément incisif de l'existence. Nous pourrons même, sous un auguste typiquement psychologique, dire que l'être est la somme de comment il se comporte. Les choses qui viennent à lui, les choses qui se manifestent à lui, existent en raison de la corrélation directe de par son comportement. C'est quoi les comportements? Eh bien, le comportement, c'est notre nature vibratoire. L'être est sa nature vibratoire. Vous connaissez, nous avons appris à long et large la nature de la vibration. Eh bien, l'être est la somme, à un instant bien défini, dans une phase bien définie ou à une période bien définie de son champ vibratoire. Le champ vibratoire définit l'être. Souvenez-vous de l'énoncé de la thermodynamique. L'onde collapse pour créer la particule. L'esprit se focalise pour créer l'être. L'onde se focalise, l'onde précipite pour créer, pour devenir la particule. L'esprit devient humain. Mais comment? Par l'action de la conscience qui se focalise. Mais la conscience se focalise par quoi? De quoi est défini ce point de focus? Eh bien, c'est l'agir. Pourquoi l'agir? Parce que l'agir représente le présent. Et par conséquent, le présent définit l'être. Mais c'est quoi le présent? Le présent, c'est le comportement d'un être à un moment bien déterminé, à une phase bien déterminée, à une période bien déterminée. Ce qui veut dire qu'un être ne peut avoir un comportement linéaire. Le comportement de l'être définit sa manifestation et varie en relation des variations qui affectent la circonstance, qui affectent les domaines, qui affectent l'environnement dans lequel il vit en relation, tout ceci en relation avec les objectifs contenus à l'intérieur de l'être. Les objectifs contenus à l'intérieur de l'être sont une fonction des traditions accumulées et transmises de génération en génération, comme nous savons qu'un être est le résultat
d'une combinaison, maturation et déploiement génétique de plus de 500 êtres. Il faut plus de 500 êtres pour créer chacun d'entre vous tel que vous êtes assis devant moi. Je suis en train de faire une explication typiquement philo-psychologique, ce qui peut deux fois traîner en confusion. Mais il n'y a pas d'autre moyen de le faire. La compréhension est la base. Ce que l'on ne comprend pas, ce qui échappe, crée en nous des instances d'obscurité. L'obscurité n'est que l'ignorance. L'obscurité, ce n'est pas le mal. Ou disons, le mal devient obscurité. Parce que le mal est l'action ou la conscience est absente. Si la conscience étant absente fait le mal, c'est que les biens, la conscience est lumière. Et l'absence de toute lumière est l'obscurité. Et l'ignorance est la mère indivine de l'obscurité. L'ignorance est la mère indivine du mal. Retournons à notre introduction et déployons-en les aides. Tout ceci était pour exprimer pourquoi nous avons opté un suspendu, ou disons pas suspendu, nous sommes allés au-delà du hors de temps de l'espace et des Rao étaient plus. Tout simplement parce que la fonction n'y était plus, elle n'était plus nécessaire. Par rapport à ce que nous avions devant nous, elle n'était plus nécessaire. Aujourd'hui, elle rentre dans sa clé de nécessité. Et bien entendu, vous vous poserez la question pourquoi rentre-t-elle dans sa clé de nécessité? Et il y a un élément que je dois prendre ici. Ok. Je disais pourquoi rentre-t-elle dans sa clé de nécessité? Eh bien, elle rentre dans la clé de nécessité parce que nous devons préserver la vie. Dua Netcher, pour l'an qui m'est arrivé, c'est une langue qui nous a été, les Ankh Kush Kamit Congo, comme vous pouvez les voir, fabriqués par Moutsahet Mahat, c'est arrivé Dua Netcher. Nous avons, voici une version, une copie, et je le tiens là. Et elle rentre à pic parce que nous sommes dans une phase très intéressante. Et cette phase intéressante nous dit pourquoi nous rentrons dans les Rao et Tepu et dans hors de temps et l'espace. Les Rao et Tepu et les hors de temps et l'espace dans lesquels nous allons nous entrer est une fonction très définie. Elle n'est pas un lien de rencontre. Ce n'est pas un lieu où l'on vient apprendre. C'est plutôt une possibilité, une chance de rencontrer la lumière. C'est quoi la lumière? C'est l'éveil de la conscience ou les connaissances diverses. L'on arrivera à comprendre beaucoup mieux ces concepts quand on arrive un peu plus proche, au fur et à mesure que nous arriverons plus proches. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde? Raison pour laquelle nous avons les Rao et Tepu. Aujourd'hui, c'est hors du temps de l'espace. Vous suivez les informations. Vous savez qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant dans le monde. L'Europe, sur l'ordre de la pénurie de carburant, crise monétaire et par conséquent crise économique. L'Afrique sur l'urle de la famine
En Europe, on a une crise alimentaire, une crise énergétique alimentaire. En Afrique, nous avons une crise alimentaire. Une famine, pardon, pas une crise alimentaire, mais une famine. En Amérique, nous avons ce que nous sommes en train de connaître maintenant parce que c'est un monde qui est en train de tomber. Et nous regardons tout cela chaque jour parce que nous sommes informés par la télévision. Et ces informations qui sont transmises ont acquis une qualité de comment on appelle ça, disons des communs. Ils ont perdu un effraie plus personne. Ça ne porte plus les gens vraiment à se questionner. L'humanité est bloquée dans un état où ils pensent que demain ça va être sinon mieux, alors comme aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer va se dessiner à partir du mois, déjà à partir du mois de septembre. Nous sommes en plein octobre, c'est-à-dire nous sommes en pleine phase de saturation de ces processus durant lesquels toutes les richesses du monde, ok, vont être transférées en un seul point. Pourquoi je suis en train de vous dire ceci? Je vais vous faire une petite énoncé historique pour vous aider à saisir de quoi je suis en train de parler. Au début de la notion économique en tant que gestion de la maison, parce que l'économie signifie gestion de la maison, il y avait ce qu'on appelait la production alimentaire sédentaire et propre, ou dite économie de subsistance, c'est-à-dire où l'on produisait et on c'est tenir la nourriture, la terre servait pour manger. Tout est produit par la terre. Okay? Et puis, on est arrivé à une économie évoluante de la subsistance à l'économie des ventes. Où, avant la vente, nous avons les trocs. Les besoins, vous les connaissez. Il fallait pas seulement manger des arachides. On pouvait changer des arachides par du manioc ou du riz, ainsi de suite, pour avoir, c'est-à-dire une alimentation équilibrée. Ceci dans le cas où les familles, certaines n'étaient pas en mesure de produire tout ce dont ils avaient besoin. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la spéculation. Pourquoi il y a l'argent qui rentre comme matière, comme instrument de réserve. Au lieu de se présenter, d'aller se promener avec 10 kilos de rachis sur la tête, et bien on avait un billet de 5 grammes qui représentait les 150 kilos des arachides que l'on avait. L'argent est né en tant que moyen permettant les transactions. Mais les transactions sont basées sur les matières agricoles, les matières premières, c'est-à-dire, disons de manière globale, les transactions étaient basées sur les produits de la terre. Okay? Et quand la spéculation en matière financière, elle a toujours à fond les produits de la terre. Okay? Et de cette économie, vous connaissez ce que nous appelons les marchands. Les marchands, c'est-à-dire ceux qui se déplacent avec des cartons, de la marchandise. Et de ce côté-là aussi, nous avons connu une évolution au début du commerce, c'est-à-dire les personnes ont commencé à se promener avec en transportant leur matériel sur la tête. Après, ils ont dit, écoute, bon, on a trouvé les mulets sur lesquels on chargeait, on a trouvé des chevaux, on a trouvé des éléphants en Inde, on a trouvé des vaches. Tout cela a été servi, tous ces animaux servaient comme moyen de transport. Et il y avait la monnaie, ok? Et puis, il y a eu une transition. Et l'Afrique, ici, s'arrête. Le monde noir s'arrête ici. Il y a une transition où on n'a plus besoin de se déplacer avec sa propre marchandise. Ok? On l'envoie tout seul, en petite quantité. Après,
ce sont des grands bateaux qui se déplacent avec la marchandise, sans que l'on puisse se déplacer. Et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui. Notre monde a évolué jusqu'à l'économie marchande de grande taille. Des bateaux qui partent de la Chine. Notre économie est basée sur ça, l'économie du pétrole. Okay? Des bateaux qui partent de la Chine, qui partent de l'Australie, qui partent des États-Unis, qui transportent des matériaux. Okay? La crise financière aussi s'inscrit aujourd'hui dans ce qu'on appelle la crise énergétique. Dans une situation où on se rend compte que les 80% de l'énergie dont nous avons besoin ne peuvent être fournis que par l'énergie fossile, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Les énergies alternatives on a réalisé aujourd'hui un prank et ne peuvent compter gérer que les 10 à 11% de l'économie mondiale. Ils sont inutilisables, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas remplacer l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Ne peuvent pas remplacer l'énergie des fossiles. Ça, c'est une réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Mais en même temps, qu'est-ce que nous sommes en train de réaliser? Nous sommes en train de réaliser que la marchandise commence à perdre de la valeur. Comment la marchandise perd la valeur? La marchandise perd de la valeur par l'inflation, comme nous sommes en train de les connaître aujourd'hui. Il y a une inflation sur tout. Ok, non? Et l'inflation, c'est un peu comme la faim. Quand vous avez trop faim, après vous arrêtez d'avoir faim. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? L'inflation va tellement augmenter, les prix vont tellement augmenter que les gens vont tout simplement arrêter d'acheter. Si les gens arrêtent d'acheter, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin, disons, c'est-à-dire que la grande commerce internationale s'arrête. Et elle va s'arrêter. Pourquoi elle va s'arrêter? Elle va s'arrêter parce que cela a été programmé. Pourquoi? Parce que la marchandise a été remplacée par l'argent. L'argent n'est plus un instrument d'échange. L'argent n'est plus l'instrument de représentation légale. Mais l'argent est devenu une marchandise à elle-même. Et les transactions financières, bancaires, non reliées, parce que nous avons en matière, par exemple, financière et bancaire, nous avons des transactions liées avec les échanges en bourse. Okay? Les échanges en bourse sont toujours reliés aux produits agricoles ou aux métaux lourds, ainsi de suite. Okay? Et puis nous avons les transactions bancaires aujourd'hui, comme nous avons vu la naissance de Bitcoin. Okay? D'où l'échange n'a aucune relation avec la marchandise. Ceux qui ont acheté les bitcoins quand ils ont commencé il y a 10 ans, 15 ans, ce sont des milliardaires aujourd'hui. Ils n'ont jamais vendu une seule vache. Ils n'ont jamais vendu 1 kilo de citron. Ils ont seulement acheté une monnaie. Ok? Et 10 ans après, ils sont devenus des milliardaires. Cette tendance n'est pas née pour compléter l'économie de déplacement des marchandises. Elle est là pour la remplacer, elle est là pour l'atteindre. En même temps, ce qui est en train de se passer, c'est que ces marchés-là ont un faible taux d'accès. Tout le monde peut vendre sa marchandise. Ok? Tout le monde peut vendre sa marchandise. Tout le monde peut décider de vendre les manques qu'il a produits chez lui. Tout le monde, en fait, a un accès direct sur les marchés, sur les commerces. Maintenant, les commerces reliés à l'argent. Quand l'argent devient elle-même la marchandise, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cela. C'est un faible pourcentage. En même temps, la séparation des valeurs économiques et financières entre la marchandise et l'argent fait que la marchandise en soi perd des valeurs, une part des valeurs clamoreuses. C'est-à-dire, acheter des oranges dans 8 mois va tellement coûter cher qu'il n'y aura personne qui voudra acheter des oranges. Acheter du manioc va coûter tellement cher en matière monétaire, c'est-à-dire l'argent produit de la valeur pour elle-même. Si tu veux que cet argent-là
qui produit 1000, qui produit 100, 200% d'intérêt sur elle-même, puisse te servir pour acheter la nourriture, et bien cette nourriture-là doit coûter tellement cher au point de couvrir les manques à gagner. Faites si cet argent-là avait été investi sur les marchés financiers, disons monétaires. La nourriture va devenir tellement chère. Tellement cher. 1 kilo de pommes vous coûtera 150 €. Que vous ne serez plus intéressé. Personne ne sera plus intéressé à échanger de l'argent pour de la nourriture. C'est ainsi que qui aura de la nourriture, qui aura des productions agricoles, survivra, sera libre. Qui n'en aura pas ne pourra pas être libre. Il y a une translation. On a toujours dit que les 3% du monde ont entre les mains les 90% de la richesse. Nous sommes en train d'aller où les 2%, 3% vont obtenir les 120% de richesse, c'est-à-dire tout ce qui existe et les dettes. C'est une situation inévitable, c'est une catastrophe inévitable à notre niveau ou à tout autre niveau. Elle a été programmée ainsi depuis très longtemps et vous ne l'éviterez pas. Comment nous allons l'affronter? Comment allons-nous affronter cela? Eh bien, nous devons changer. Retour au discours de l'introduction. Notre comportement, notre attitude doit correspondre à cette ère nouvelle. C'est quoi cette ère? Eh bien, c'est l'ère de la cinquième, ou disons, de la sixième élément. Vous connaissez les 4 éléments de la nature, à savoir eau, feu, terre et quoi encore? Vent. Ces 4 éléments ont une résultante qui est les terres. Aujourd'hui, nous avons Internet comme 5e élément. L'Internet comme 5e élément est une combinaison des 4 éléments principaux fonctionnant à l'intérieur de l'éther. L'éther est invisible, vous ne la trouvez pas, vous ne la sentez pas. Par contre, les vents, vous la sentez, elle transporte. Ou l'air, la transporte. Elle transporte quoi? Les informations à travers l'éther. Et puis nous avons le feu. Le feu, c'est l'énergie électrique qui permet cet envoi d'informations. Après, nous avons l'eau. L'eau qui permet la connexion. Et nous avons terre. Terre, c'est sur les câbles. Le câble, terre représente la matière. Les câbles, les instruments à travers lesquels la technologie fonctionne, à travers lesquels Internet fonctionne, comme les computers sur lesquels vous êtes en train de me regarder, vos téléphones et ces autres. Ces 4 éléments sont connectés à travers les terres. Et la résultante de ces 5 facteurs nous donne Internet. Internet est structuré sur plusieurs éléments à l'intérieur. Nous avons les réseaux médias, les médias, et nous avons plusieurs éléments de plateformes que nous sommes en train d'utiliser nous-mêmes. Cette ère nouvelle, c'est l'ère de l'Internet, pas de l'informatique, mais de l'Internet, où l'Internet devient la seule plateforme possible d'existence, de travail, de communication, ainsi de suite. Elle ne peut être évitée. Elle doit être comprise, étudiée, contrôlée, parce que c'est ce qui nous parle dans ce qu'on appelle les métiers du futur. J'ai commencé avec l'explication du modèle économique pour faire entendre une chose très fondamentale. Tout ce que nous avons connu comme modèle de métier ne vont plus exister. Un exemple, je vous donne sur les médecins. Combien de temps il faut pour devenir un médecin? 6 ans, 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, la médecine des médecins n'est plus
aussi importante que cela. Nous avons ce qu'on appelle la télémédecine. Aujourd'hui, c'est votre computer qui vous traitera directement. Donc, l'on se rend compte qu'il y a une désinformation. Ce sont des métiers qui vont disparaître. Les métiers ils vont disparaître. Des métiers comme les chauffeurs, des métiers comme les pilotes. Tous les métiers traditionnels, y compris les vendeurs, les commerçants. Les commerçants vont disparaître tout simplement parce que la marchandise ne pourra plus être vendue. Il n'y aura personne qui sera disposé à vendre, à acheter de la marchandise. Parce que la monnaie, personne ne sera disposé à changer sa monnaie avec de la matière, parce que avec de la marchandise, parce que la monnaie est devenue une marchandise à toute seule. Le monde africain, quand je voyage, quand je fais les aéroports, je me rends compte qu'on est resté encore au modèle où on met des cartons, on emballe des cartons, on se déplace de Dubaï à Bamako pour aller faire la vente traditionnelle, le commerce traditionnel. À l'époque où l'argent commençait à se déplacer, à un moment où les flux monétaires ont commencé à se déplacer dans qu'on appelle ça, les portes USB. L'Afrique n'est jamais arrivée à cela. On est arrivé à la crypto-monnaie. L'Afrique encore très loin, pas de les comprendre, tout ça. Je sais qu'on parle, on me dira qu'Accor a fait quelque chose, mais ce n'est pas la compréhension, c'est l'imitation servile qui n'a servi à rien. En fait, elle n'apporte à rien. Pendant que les autres sont devenus des multimilliardaires, c'est cela. Il n'y a pas une compréhension, juste, il n'y a qu'une imitation servile. Et cela n'apportait à rien du tout, sinon autre que de la misère. Et des escrocs et des faits mal ainsi de suite pour tromper les autres. Dû à ce retard accumulé, la question que je me pose est comment allons-nous survivre à cette énième transformation colossale? Comment allons-nous survivre du moment où nous sommes restés avec une mentalité marchande traditionnelle des bases? Du moment où la valeur économique est transférée vers le marchandage d'argent et que la marchandise en elle soi-même, en tant que produit agricole, produit cosmétique, produit littéraire, produit artistique, n'a plus qu'une valeur de vente. Du moment où le commerce dans le monde africain, dans le monde noir, n'a pas évolué au point de devenir une composante pour le développement, mais le commerce est encore une composante de survie. On fait du commerce pour manger. On ne fait pas du commerce pour accumuler les ressources et transformer son environnement. Dans le monde entier, il n'y a aucun pays dans le monde, il n'y a aucune race dans le monde qui pratique du commerce pour manger. Pour survivre. Le commerce n'a plus une fonction de subsistance. Le commerce a atteint un niveau de qualification d'investissement. Et je vous laisse comprendre la suite. Dans cette phase, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des arguments des livres qui vont sortir très rapidement. Comment pensons-nous survivre? Si la vie pour les peuples mélanodermes est difficile aujourd'hui par carence monétaire, quelle sera leur vie quand la monnaie n'existera plus? Comment vivra-t-elle? Voilà l'exposé, les hors du temps de l'espace aujourd'hui. Je m'arrête sur ces points-là. Et ce sont ces points que nous allons développer. J'aimerais tirer l'attention sur quelque chose. Nous n'allons pas faire un débat intellectuel. Nous n'allons pas faire un débat politique. Nous allons faire un débat psychologique et philosophique pour trouver les voies et moyens. Pour que la nation et la communauté couche comme du Congo ne puissent pas subir les sorts que l'humanité entière est aujourd'hui condamnée à subir. Je répète, nous allons avoir un débat psychologique, philosophique et spirituel
Et quand je parle de spiritualité, je ne suis pas en train de parler des concepts orthodoxes et superstitieux. Sur l'existence ou l'action d'un dieu des ancêtres par rapport à un autre. J'ai toujours été contre les concepts des comme il marche, c'était voilà les ancêtres. Vous parlez de quels ancêtres? Je pose toujours la question. Parlez-vous des ancêtres qui ont été battus durant la colonisation, qui sont tombés de la colonisation, ou vous êtes en train de parler de ceux qui sont tombés en esclavage? Et si vous dites que vous parlez de ceux qui sont venus avant l'esclavage, de qui parlez-vous? Citez leur nom. Comment pouvez-vous attendre quelque chose de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'appréhendez pas? Et donc nous devons retourner avec les pieds sur terre, parce que sinon, les conséquences sur la race noire seront sans précédent. Sans précédent. Donc, nous allons conclure cette phase de première exposé. Et nous allons rentrer dans la deuxième phase, où justement nous allons passer aux questions. Je vais prendre une petite